Bien. Mesdames, Messieurs, j'ai été heureux d'accueillir le nouveau président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui nous a réservé, et j'y suis sensible, la première visite qu'il fait en tant que chef du gouvernement en Europe. Nous avons en effet, entre nos deux pays, la France et l'Italie, des relations qui vont au-delà de l'économie et de la politique, puisqu'elles s'inscrivent dans une histoire, une culture et même des langues que nous essayons de parler autant qu'il est possible. Matteo, plus que moi, pour l'effort qu'il fait à s'exprimer en français. Il vous en donnera peut-être, je ne sais pas, une illustration. Nous avons aussi de nombreuses entreprises françaises, italiennes, qui sont dans des coopérations ou des partenariats d'excellence dans tous les domaines. Et si je voulais en citer quelques-uns, je dirais notamment le spatial, l'aéronautique, l'industrie de haute technologie. Mais nous nous sommes surtout rencontrés pour évoquer la situation de l'Europe, de nos deux pays, dans l'Union européenne, et également les grands dossiers internationaux. Sur l'Europe, nous partageons la même volonté, faire que cette union, pour laquelle la France et l'Italie ont une responsabilité particulière, dois-je rappeler que c'est à Rome que fut signé le traité qui a créé le marché commun, et que nous sommes tous les deux des représentants des pays fondateurs de l'Europe, donc nous avons des responsabilités, et que nous sommes à la veille du renouvellement du Parlement européen, et nous entendons les exercer, ces responsabilités, pour convaincre nos peuples que l'Europe est une chance pour la paix, une chance pour la démocratie, mais n'est pas encore regardée comme une chance pour la croissance et l'emploi, et ça doit être maintenant, et c'est déjà le cas depuis plusieurs mois à l'initiative de la France et d'autres pays, dont l'Italie, nous devons faire que la prochaine étape soit autour de la croissance, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes, parce que le chômage des jeunes dans nos deux pays atteint des niveaux qui sont inacceptables. Nous avons aussi des responsabilités parce que nous devons faire des réformes. Le président Renzi en a annoncé pour l'Italie, nous en faisons depuis plusieurs mois pour la France, et dans ces réformes, il y a des points communs. Il y a notamment l'effort que nous devons porter sur la compétitivité de nos économies, sur les structures politiques, administratives, effort que nous devons faire aussi pour la justice, et notamment fiscale, effort que nous devons faire pour que nos pays restent fondés sur un modèle social, mais qui doit lui-même évoluer et changer. Et dans les annonces qu'a pu faire le président Renzi, dans les choix que j'ai faits pour la France, notamment le pacte de responsabilité, il y a beaucoup de points communs. À la fois la reconnaissance que nous devons abaisser le coût du travail, moderniser le marché du travail, mais aussi faire que le dialogue social, que les engagements en termes d'emploi puissent être respectés par l'ensemble des acteurs économiques. Nous aurons à travailler ensemble, avant le renouvellement du Parlement européen, sur quelques grands sujets, notamment le sujet du climat, puisque nous aurons à donner une orientation pour que l'Europe puisse être pleinement partie prenante d'une négociation qui connaîtra sa conclusion à Paris l'année prochaine. C'est le sommet sur le climat. Nous avons également évoqué les sujets internationaux les plus brûlants. L'Ukraine, où, en ce qui nous concerne, nous considérons que le référendum ou la consultation n'a aucune valeur légale en Crimée et que tout doit être fait pour qu'on retrouve la voie de la négociation dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais nous avons aussi parlé de plusieurs sujets
que nous avons également en commun dans nos politiques respectives. La Méditerranée. Le président Renzi revient de Tunisie et nous avons là à marquer notre solidarité à l'égard de ce pays qui a vu naître le printemps arabe et plus généralement du lien que nous devons poser, renforcer entre l'Europe et la Méditerranée. C'est la question de la Libye. Il y a eu une réunion importante à Rome ces derniers jours. C'est aussi toute la question du nord de l'Afrique et nous envisageons de travailler ensemble sur ces sujets. Il y a aussi la Syrie. C'est hélas une tragédie qui dure depuis 3 ans et sur laquelle la France, comme l'Italie, n'entend pas fermer les yeux. Il y a des drames, des massacres qui se produisent chaque jour. Il y a eu une conférence qui s'est tenue à Genève et qui n'a pas abouti, et nous devons continuer à faire la pression indispensable pour qu'une solution politique soit trouvée. Et il y a des sujets qui parfois s'effacent de l'actualité. Non pas parce qu'il ne s'y produit plus rien, parfois il s'y produit le pire, mais parce que d'autres prennent une place nouvelle. Je considère que sur la Syrie, nous n'en avons pas terminé tant qu'il y a ces massacres, ces drames, ces tragédies, ces réfugiés, ces déplacés, et des femmes qui se font, on le sait, aujourd'hui violer pour les droits qu'elles essayent de défendre. Il y a la menace qui pèse sur le Liban. Là aussi, nous sommes solidaires par rapport à ce pays et il s'est tenu à Paris une conférence importante sur le Liban. Je termine sur la question de l'Afrique parce que l'Italie et la France veulent être pleinement présentes sur ce grand continent d'avenir, et faire en sorte qu'il puisse aussi vivre en sécurité. Vous savez que la France est présente en Centrafrique, une mission européenne a été décidée dans le cadre d'une opération, et je souhaite que l'Italie y prenne toute sa place. Pour terminer, avec Matteo, nous aurons autant de consultations que nécessaire. Il arrive aux responsabilités d'un grand pays. J'ai une expérience qui ne date que de 2 ans, mais tout ce que je peux te dire sur ce qu'il faut faire et pas faire, je te le dirai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que pour moi, c'est vraiment très important d'avoir la possibilité d'être ici, à Paris, dans une ville que j'adore, mais surtout avec l'accueil très amical du président Hollande. Je pense que les relations entre l'Italie et la France sont vraiment excellentes. Et je pense aussi que nous allons travailler ensemble. Pour nous, c'est très important, d'une façon très efficace, dans l'intérêt de nos pays, mais aussi, je pense, pour l'intérêt de l'Europe. Parce que nous devons changer l'Europe ensemble. Et celui-ci, c'est les premiers défis que nous devons avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Passo all'italiano aussi parce que mon français c'est pas bon, ma anche per sottolineare in modo molto chiaro ai colleghi della stampa italiana che per noi il rapporto con la Francia non è un rapporto che affonda le radici soltanto nel passato, ma che, lo posso dire a maggior ragione dopo l'incontro, è un rapporto che è molto basato sul futuro. Noi abbiamo bisogno di vincere insieme una battaglia di valori nel mondo. La considerazione che ha fatto il Presidente Hollande sull'Africa ci vede profondamente convinti, profondamente allineati, e troveremo il modo di fare del Mediterraneo sempre di più un grande luogo di attrazione per l'Europa. La mia personale opinione, non voglio chiamare su questo a un'opinione anche François, ma penso che in questi anni l'Europa
ha guardato poco al Mediterraneo come a cuore del nostro continente. Io sono profondamente convinto che invece il lavoro che per esempio ha fatto la Francia in alcuni paesi africani e che insieme faremo nei prossimi anni e mesi sarà molto molto importante. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di implementare la cooperazione e il partenariato tra i nostri due paesi, lavorare insieme fin dal prossimo Consiglio europeo sul clima, sul pacchetto dell'energia, avere questo rapporto costante di consultazione che è per me molto importante anche dal punto di vista personale e che lo è per i nostri paesi in vista degli impegni che abbiamo entrambi con la Commissione europea. Io credo poi che abbiamo un obiettivo comune politico con la P maiuscola, che è quello di dire che ai nostri cittadini, alcuni dei quali sono sfiduciati e non credono più nell'Europa, che l'Europa è il luogo della più grande scommessa politica che si possa fare e che se qualcuno oggi non crede più nell'Europa perché ha vissuto sulla sua pelle la crisi economica, bene, noi potremo avere più euro in tasca soltanto se avremo più Europa nelle nostre istituzioni e nella nostra politica. Più Europa ci sarà, più sarà forte la possibilità di tornare ad avere ricchezza, in particolar modo per il ceto medio che ha sofferto di più di altri il peso della crisi. Questa è anche una considerazione politica, nel rispetto naturalmente del ruolo del Presidente della Repubblica francese e anche del Capo del Governo. Condivido e quindi non ho niente da aggiungere tutte le considerazioni che il Presidente Hollande ha fatto sull'Ucraina, tutte le considerazioni che ha fatto sull'importanza dei prossimi appuntamenti internazionali. Aggiungo che dopo il vertice di Parigi che ha segnato l'appuntamento sulla lotta contro la disoccupazione giovanile, il prossimo sarà a luglio a Roma, e noi che siamo messi peggio della Francia, molto peggio della Francia sulla disoccupazione giovanile, abbiamo bisogno di fare di quell'appuntamento di luglio un grande momento di rilancio e per questo le riforme, il pacchetto di riforme istituzionali, politiche e occupazionali che abbiamo fatto dovrà vedere una conseguenza significativa. Chiudo ringraziando il Presidente Hollande e augurandomi che nel semestre europeo gli obiettivi che vedono insieme Francia e Italia potranno essere obiettivi non soltanto condivisi dai nostri due paesi, c'è un profondo legame, lo avete sentito dalle parole del Presidente, ma anche da tutta l'Europa che ha molto più bisogno di essere viva. E allora diciamo sempre che dobbiamo rispettare tutti i limiti dei trattati. Vero, noi rispettiamo tutti i limiti europei, ma c'è un primo rispetto che dobbiamo ai padri fondatori, a quelli che hanno creato l'Europa. Il rispetto che dobbiamo loro è quello di fare dell'Europa un luogo dei cittadini e dei popoli e non solo un luogo della tecnocrazia. Giovanna Pancarisca, TG24, una domanda per il Presidente Renzi. Parlando di Europa e del piano di riforme di cui avete discusso insieme al Presidente Hollande, volevo chiederle, visto che tra le ipotesi per finanziare questo piano di riforme lei ha anche ventilato uno sforamento sul deficit pur rimanendo nel 3%, se dobbiamo attenderci un ritardo per quanto riguarda il pareggio di bilancio, che come sa è un obiettivo fissato in Costituzione che la Commissione europea ci chiedeva di raggiungere nel 2014, il governo Letta aveva già mandato al 2015, ecco, volevo sapere da lei se dobbiamo attenderci un ulteriore ritardo o se comunque questo rimane un obiettivo prioritario anche nell'azione economica del suo governo. Pour le président François Hollande, je voulais vous demander, en parlant de l'autre Europe qui l'Italie et la France vont construire peut-être dans les prochaines années, une des critiques que le président Renzi dans les derniers mois a plusieurs fois fait, c'était aux limites du pacte de stabilité. Il a dit que l'Italie va respecter tous les paramètres du pacte de stabilité, mais en même temps, il a exprimé la nécessité peut-être dans le futur de revoir les pactes de stabilité. Et je voulais savoir si la France pourrait être d'accord dans ce type de chemin, surtout sur les paramètres du déficit au 3%. Merci. Vado io, allora la prima, noi non ci sarà nessun sforamento del tetto del 3%, nessuno, ok? Quindi utilizziamo le parole che dobbiamo utilizzare. C'è un margine
tra il 2,6% e il 3%, noi siamo al 2,6%, che potremo eventualmente utilizzare rispettando i limiti. E quando io parlo di patto di stabilità, parlo del patto di stabilità interno dei singoli paesi, rispetto alla domanda che lei ha fatto al Presidente Hollande. Noi abbiamo un nostro patto, il modo per rispettare il patto di stabilità interno, che impedisce ai comuni di spendere i soldi per le scuole, pur avendo tante risorse nel bilancio comunale. Allora noi cambieremo il patto di stabilità interno per consentire ai nostri figli di avere delle scuole degne di questo nome. È normale che ci sta a cuore la stabilità burocratica, ma ci sta a cuore anche la stabilità dei nostri figli delle aule scolastiche, anzi ci sta a cuore molto la stabilità delle aule. E allora nessun vincolo sarà sforato, tutti i vincoli saranno rispettati. Certo, noi pensiamo che nel rispetto dei vincoli dobbiamo riflettere insieme con la nuova Commissione come l'Europa aiuterà i Paesi membri a insistere sulla crescita e sulla lotta contro la disoccupazione giovanile soprattutto. Chiudo dando un dato, soprattutto ai giornalisti italiani. Sono 20 anni che il nostro Paese ha un surplus primario, quasi sempre, non sempre. Ci sono stati in alcune circostanze in cui non l'abbiamo rispettato, cioè sono anni in cui l'Italia ha un avanzo primario importante. Però oggi viviamo una fase di difficoltà economica, occupazionale, giovanile. Per cambiare abbiamo bisogno di rispettare le regole che non vengono da un nemico, ma vengono da noi stessi, sono le regole dell'Europa, e contemporaneamente tentare di dire che l'attenzione alla crescita, l'attenzione a chi sta male è una priorità. Io credo in generale di chi fa politica, in particolar modo di chi fa politica militando in una espressione della sinistra europea. La France, l'Italie, nous sommes membres d'une union européenne, donc nous devons respecter les engagements que nous avons passés avec nos partenaires. Il y a un cadre, il y a des règles, et nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait une stabilité et un euro qui puisse être reconnu comme une monnaie solide, ce qui est d'ailleurs le cas. Quand je regarde le niveau de l'euro par rapport au dollar ou aux autres monnaies, nous sommes non seulement sortis de la crise de la zone euro, mais nous sommes sûrement l'une des monnaies les plus solides, les plus robustes au monde. Mais ça suppose que les États membres respectent un certain nombre de règles, ce que nous faisons. L'Italie, le président du Conseil l'a dit, depuis des années est en excédent primaire. J'aurais bien voulu dire ça, que depuis 20 ans, la France est en excédent primaire. Ça veut dire que la France, depuis longtemps, est en déficit, primaire, secondaire et tertiaire d'ailleurs, hein, en déficit, et à des niveaux plus élevés depuis des années que l'Italie. Ça ne veut pas dire que la dette publique française soit au même niveau que l'Italie, elle est en dessous, mais quand même. Donc nous avons à travailler à réduire les déficits, nous en France, parce que nous sommes au-dessus de 3%, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Mais en même temps que nous respectons nos engagements, nous devons donner encore plus de force au soutien à la croissance et à l'emploi. C'est ça le grand enjeu. C'est ce que j'avais obtenu il y a près de 2 ans avec le pacte de croissance. Nous avons effectivement donné des délais aux différents pays. La France et l'Italie en ont été, si je puis dire, bénéficiaires pour la perspective des déficits. Et nous devons mettre davantage l'accent sur l'emploi des jeunes. Il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait plus de croissance. Et s'il y a d'ailleurs plus de croissance, ça sera plus facile encore d'obtenir des résultats en termes de réduction des déficits et de maîtrise de la dette publique. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés, mettre plus de croissance. Comment on met plus de croissance? Il y a à la fois des pays qui sont en excédent, il y en a en Europe, et qui doivent soutenir leur demande intérieure.
Et puis les autres pays, ceux qui sont en déficit du commerce extérieur, c'est le cas de la France depuis 10 ans, eh bien, ces pays-là doivent améliorer encore leur compétitivité. Et c'est ce que je fais, et c'est le sens du pacte de responsabilité. Parce qu'en améliorant la compétitivité, on va pouvoir vendre davantage et avoir plus de croissance et donc plus d'emplois. Et je pense que c'est cette politique-là qui permet d'être à la fois conforme aux engagements, aux valeurs qui sont les nôtres, et en même temps conforme aux engagements que nous avons passés dans le cadre européen. Bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Sur le dossier ukrainien, Moscou ne semble pas s'orienter vers la désescalade voulue par l'Union européenne. Dans ces conditions, craignez-vous l'un et l'autre que le référendum de dimanche en Crimée ne soit qu'un prélude à une déstabilisation totale de l'Ukraine? Monsieur le Président, confirmez-vous l'annulation de la réunion franco-russe de mardi à Moscou, et ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de suspendre le contrat Mistral afin de faire pression sur la Russie? Merci. Je vous remercie pour toutes vos questions. Il y a une pseudo-consultation de la population en Crimée, parce qu'elle n'est pas conforme au droit interne ukrainien et au droit international. Il ne peut pas y avoir une consultation organisée sur une partie du territoire sans que le gouvernement du pays en question ait été associé à l'organisation de ce scrutin. Or, tel est exactement le cas. C'est pourquoi la France, comme l'Union européenne, ne reconnaîtra pas la validité de cette pseudo-consultation. Lundi, il y a une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Il y avait eu une échelle de sanctions qui avait été définie par le Conseil européen. Nous y étions. Et il y aura donc usage, s'il n'y a pas de désescalade lundi, de ces sanctions qui, je le rappelle, portent sur les visas et sur les avoirs financiers d'un certain nombre de personnalités. Je souhaite qu'il y ait des escalades et qu'il y ait donc un groupe de contact qui puisse trouver des solutions dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais de la reconnaissance aussi des liens qui existent entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi le groupe de contact doit être maintenant, si je puis dire, au contact. Mais faut-il être deux pour qu'il y ait le contact? Sur le déplacement qui était prévu depuis longtemps, puisque c'est dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Russie, pour décider de ce déplacement, j'attendrai lundi pour connaître exactement ce que sera la position russe après la consultation en Crimée, pseudo-consultation. Quant aux sanctions autres, notamment liées à la coopération militaire, c'est le troisième niveau de la sanction. Nous en sommes au premier. Je suis absolument d'accord avec Monsieur le Président. Et je pense que c'est très important que nous avons travaillé ensemble, comme pays qui font part du G8, parce que c'était très important que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont travaillé ensemble dans cette période vraiment difficile, mais aussi, ça va sans dire, avec les conseils d'Europe. Et je pense que nous allons attendre les rendez-vous du prochain lundi. Bonsoir, Monsieur le Président. Roberto Ginza, ITG1, Télévision publique italienne. Et une question pour tous les deux. Le Président Hollande, vous avez dit que vous avez la même volonté, vous partagez les idées d'une autre Europe. Et la rencontre de Renzi-Hollande, c'est le début d'une politique, un changement de politique européenne à partir de la famille des socialistes européens. E poi Matteo Renzi, lei ha convinto il Presidente Hollande a fare una politica europea appunto per cambiare verso anche in Europa, visto che l'Italia si porta in Europa anche cercando di spiegare le proprie riforme e chiedendo all'Europa insomma un cambiamento anche di politica, e se in Francia in particolare si è parlato in Francia di 10 miliardi ai 10 milioni di italiani, se ne è parlato molto, e quello può essere una politica di cambiamento anche per la famiglia socialista europea? Si tu es d'accord,
Penso che non ci sia bisogno di convincere il presidente Hollande a cambiare verso, che hai te le slogan della campagna elettorale, quindi cambiare verso. Venite in Francia, ora il presidente Hollande è molto preparato, ma non può conoscere anche gli slogan della campagna elettorale, come le tournant, tu parli di tournant, ok. Allora, io credo questo, credo che ci sia una condivisione, senza bisogno che nessuno cambi idea, sul fatto che i vincoli e i limiti europei vanno rispettati e che contemporaneamente compito e responsabilità della politica, della nuova Commissione, della nuova Europa sia ridurre il gap, lo spread non economico e finanziario, ma lo spread tra cittadini e istituzioni europee. Noi siamo abituati a presentarci alle elezioni e siamo convinti che alle prossime elezioni i partiti che lottano contro l'Europa e che sono populisti avranno una possibilità di buon successo se noi non saremo consapevoli del fatto che l'Europa deve essere rispettata negli accordi che abbiamo fatto tra di noi, ma debba essere anche cambiata. Quindi non si tratta di cambiare le posizioni degli uni o degli altri, ma di lavorare insieme, e in questo senso è importante il congresso del Partito Socialista che si è svolto a Roma, a cui lei ha fatto riferimento. È importante lavorare insieme dentro le grandi famiglie politiche europee per sottolineare come riportare i cittadini a credere nell'Europa sia una delle grandi sfide che possiamo fare, ma non possiamo cambiare verso ai cittadini, dobbiamo essere capaci di cambiare l'approccio delle istituzioni e anche, se è possibile, formare con più convinzione una classe dirigente che veda l'Europa non come il nostro nemico, da noi in Italia c'è qualcuno che pensa che l'Europa sia il nostro nemico, ma come il nostro partner. Chiudo. L'Italia deve rispettare i propri vincoli non perché ha firmato un accordo con l'Europa, non perché lo chiede il presidente Hollande o perché lo chiede la cancelliera Merkel. L'Italia deve rispettare il proprio piano di rientro sul debito pubblico, perché lo deve ai propri figli. Non è giusto che ci sia una classe dirigente che ha speso i soldi delle generazioni che verranno. Però mentre diciamo che questo rispetto noi lo avremo, diciamo anche che proprio per i nostri figli, siccome vogliamo un'Europa che non si limiti all'Erasmus, abbiamo bisogno di un'Europa che sia un'Europa viva, forte e competitiva. Une autre Europe? C'est ça le slogan. Je pense que nous devons faire en sorte que l'Europe corresponde le mieux à l'aspiration des peuples, c'est-à-dire une Europe qui assure la sécurité. C'est pour ça qu'elle a été fondée. Une Europe qui permette d'avoir une libre circulation des marchandises et des personnes, d'avoir un espace politique qui est fondé sur le droit et la démocratie. Rien que pour ça, ça valait la peine de faire l'Europe. Mais il y a une aspiration qui est celle que nous exprimons à travers ce que nous représentons, c'est d'avoir une Europe qui puisse être aussi sûre sur le plan économique, qui puisse donner de l'espoir, notamment dans une période où le chômage est très élevé. C'est ce que nous devons faire au niveau d'abord des gouvernements. Et permettez-moi de dire que depuis 2 ans presque que je suis dans cette responsabilité de président de la République, j'ai toujours trouvé en l'Italie, avec Mario Monti et Enrico Letta, un partenaire pour aller dans le sens de cette Europe de croissance. Nous n'avons pas pu toujours aller aussi loin que nous l'aurions désiré, mais je veux quand même ici rendre hommage et à Mario Monti et à Enrico Letta pour l'action que nous avons pu conduire. Il se trouve que Matteo arrive à un moment qui est essentiel pour l'Europe, c'est-à-dire à la veille du renouvellement du Parlement européen et donc de la constitution de la Commission. Et donc la France et l'Italie ont encore davantage, en tant que gouvernement, besoin de faire entendre leur voix, telle que nous l'avons définie,
respect des engagements et en même temps volonté de croissance. Sur maintenant le Parlement européen et son renouvellement. Des élections sont prévues, le 25 mai. Est-ce que c'est un référendum pour ou contre l'Europe? Non. Quel que soit le résultat des élections européennes, l'Europe, elle sera là. Ce qui est en jeu dans cette consultation, c'est quelle Europe? La même ou une Europe qui corresponde à nos objectifs de progrès, de croissance, d'emploi, de solidarité? C'est ça l'enjeu. Et les gouvernements ne pourront agir qu'en fonction du Parlement européen, de ce qu'il sera constitué en force politique après le 25 mai, d'où l'importance de ce scrutin. Et donc, ne laissons pas les populistes poser la question. La question, ce n'est pas pour l'Europe ou contre l'Europe. La question, c'est quelle Europe nous voulons. Et sur ce terrain-là, effectivement, il y aura une compétition politique. Bonjour Monsieur le Président. Cette question s'adresse à vous, Monsieur le Président de la République française. La semaine a été particulièrement difficile pour le gouvernement. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur les affaires politico-judiciaires et nous avons plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, quand avez-vous pris connaissance des écoutes concernant Nicolas Sarkozy? Avez-vous eu connaissance du contenu de ces écoutes? Est-ce que vous renouvelez votre confiance à Christiane Taubira? Et enfin, pensez-vous, comme le montrent les premiers sondages effectués depuis cette affaire, que cette affaire et la gestion de cette semaine aura un impact sur les prochaines élections, les élections municipales? Merci. Je ne suis pas sûr que ces questions correspondent tout à fait au rendez-vous qui est le nôtre aujourd'hui, mais quelle est ma responsabilité comme chef de l'État? C'est d'assurer l'indépendance de la justice, qui est fondée sur 3 principes. La séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le fait que l'exécutif n'intervienne pas sur le judiciaire. Et j'y veille tout particulièrement, avec un changement de pratique qui permet de saluer ce qui a été fait depuis 2 ans. Le second principe, c'est le respect des droits de la défense. Et je recevrai les avocats qui, à un moment, ont pu s'interroger sur des écoutes qui avaient été décidées par la justice et par la justice seule, sur un avocat. Et puis le troisième principe, c'est la présomption d'innocence. Il y a des affaires, il y a des noms qui sont cités, il y a des procédures qui sont en cours, il ne m'appartient pas ici de les qualifier. Mais la justice passera et je dois faire en sorte qu'elle puisse être incontestable parce qu'elle ne peut pas être contestée. Parce que ça, c'est un principe fondamental qui est celui de l'indépendance de la magistrature et c'est aussi la raison pour laquelle je recevrai, à leur demande, les syndicats de magistrats. Merci.